On pense tous connaître l'histoire de la fin des dinosaures, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est une histoire bien plus complexe et franchement bien plus fascinante que ça. Aujourd'hui, on va décortiquer l'un des plus grands cataclysmes de l'histoire de la Terre. Voilà, c'est l'image qu'on a tous en tête, des créatures absolument magnifiques qui ont régné sur notre planète, et puis, d'un coup, plus rien. Cet événement, il marque une vraie fracture dans l'histoire de la vie. C'est ce qu'on appelle la limite Crétacé-Paléogène, ou, pour faire plus court, la limite KPG. La réponse qui vient tout de suite, c'est un astéroïde. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple? Pour le savoir, il faut se transformer en détective. On va examiner ensemble des indices qui ont 66 millions d'années. La vraie question, c'est que s'est-il vraiment passé? Et notre enquête, elle ne commence pas dans l'espace, non. Elle commence juste ici, sur Terre. Les tout premiers indices, ce ne sont pas des fossiles, mais une preuve physique laissée dans les archives géologiques de la planète. La voilà, cette fameuse preuve. Regardez bien cette file-ligne sombre dans la roche. C'est incroyable, mais on la retrouve absolument partout sur le globe. C'est ça, la limite KPG. Et le fait qu'elle soit présente partout, ça nous dit une chose. Il s'est passé un événement unique et surtout global. C'est notre premier indice, et il est de taille. Ok, donc on a notre premier indice. Maintenant, il faut le faire parler. Comment est-ce que les scientifiques ont bien pu passer de cette simple couche d'argile à un coupable venu tout droit de l'espace? Alors si on zoome sur cette argile, sa composition est juste extraordinaire. D'abord, on y trouve une concentration hyper élevée en iridium. C'est un métal super rare sur Terre, mais très courant dans les astéroïdes. C'est la signature de l'impact, en quelque sorte. Ensuite, des cristaux de quartz choqués, déformés par une pression et une chaleur extrêmes que seul un impact cosmique peut créer. On trouve aussi de minuscules billes de verre, qu'on appelle des tectites, c'est de la roche qui a fondu. Et enfin, de la suie. Énormément de suie, le témoin d'incendies de forêt à l'échelle de la planète entière. Quand on met tous ces indices microscopiques bout à bout, ils pointent tous dans la même direction. Une seule conclusion possible. Un objet massif d'une taille quasi inimaginable a percuté la Terre. Et c'est la quantité d'iridium retrouvée qui a même permis d'estimer sa taille. Mais il manquait une pièce au puzzle, la scène du crime. Il a fallu des décennies pour la trouver, mais la voici. C'est le cratère de Chicxulub. Il est tellement immense, plus de 180 km de diamètre, qu'on ne peut même pas le voir à l'œil nu. Il est enfoui sous la péninsule du Yucatan, au Mexique. Trouver ce cratère, ça a été la confirmation, la preuve irréfutable de la théorie de l'impact. Mais attention, l'impact en lui-même, ce n'était que le début du cauchemar. Le vrai tueur, en réalité, c'est le chaos climatique qui a suivi. On va voir comment cet impact a littéralement plongé le monde entier dans un hiver planétaire. Et là, c'est intéressant parce que ça montre bien comment la science évolue. Pendant longtemps, on a pensé que c'était le soufre des roches qui avait bloqué le soleil. Mais des recherches plus récentes ont pointé du doigt un autre coupable, encore plus efficace. De très fines particules de silicate. De la poussière de roche en fait. Si fine qu'elle a pu rester en suspension bien plus longtemps. Et l'effet a été brutal. Les modèles climatiques sont formels. La température moyenne sur Terre aurait chuté de 15 degrés Celsius. Pour se rendre compte, c'est une chute plus importante que la différence entre notre climat actuel et le pic de la dernière ère glaciaire. Un refroidissement planétaire, soudain et absolument dévastateur. Imaginez, le ciel est devenu noir. Pendant presque 2 ans, cet immense nuage de poussière a complètement bloqué la lumière du soleil. Et sans soleil, pas de photosynthèse. C'est le moteur même de la vie sur Terre qui s'est arrêté net. Résultat, toutes les chaînes alimentaires se sont effondrées. Le monde était plongé dans le noir et dans le froid. Et ce qui est peut-être le plus fou, c'est la durée. Même quand la lumière a commencé à revenir tout doucement, les simulations montrent que les poussières les plus fines, elles, sont restées là-haut, en suspension, pendant 15 ans. 15 ans de perturbations climatiques. Mais l'histoire est encore plus tordue que ça. Parce qu'après le gel est venue la fièvre. C'est une phase du cataclysme qu'on oublie souvent, mais la planète a ensuite connu une très longue période de réchauffement intense. Comment est-ce possible? Tout est lié à l'endroit de l'impact. L'astéroïde a eu la mauvaise idée de frapper une zone pleine de roches carbonatées. En se vaporisant, ces roches ont libéré une quantité astronomique de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. D'un coup, le congélateur planétaire s'est transformé en une véritable serre. Et ça, on le sait grâce à des thermomètres naturels, des fossiles de poissons. L'analyse chimique de leur reste a permis de reconstituer la température de l'époque. Le verdict est sans appel, la température moyenne du globe a grimpé de 5 degrés Celsius. Et cette fièvre, elle a duré 100 000 ans. C'est un chiffre qui donne le vertige. Un seul événement, en une seule journée, a déréglé le climat de la planète pour une période plus longue que toute l'histoire de l'humanité. Alors, quel a été l'impact sur la vie elle-même? Pour ça, il faut regarder dans l'infiniment petit.
Ce sont les plus petites créatures de l'océan, des organismes unicellulaires qui nous racontent le mieux cette histoire de vie. Et surtout, de mort. Le contraste est saisissant. Juste avant l'impact, les océans grouillaient de vie, avec une diversité incroyable de ce plancton. Et puis, juste après cette fameuse couche d'argile, c'est le vide. L'effondrement total. Plus de 90% des espèces ont tout simplement disparu. Alors, qu'est-ce qui fait un survivant dans un monde pareil? Les paléontologues ont dressé une sorte de portrait robot. Pour avoir une chance, il fallait être petit, ne pas être difficile sur la nourriture, avoir la capacité de se mettre en dormance, comme les graines, ou savoir s'abriter, par exemple en creusant des terriers. On approche de la fin de notre enquête, mais il y a un dernier rebondissement. L'astéroïde n'a peut-être pas agi seul. En fait, tout indique qu'il a porté le coup de grâce à une planète qui était déjà très mal en point. Pour bien comprendre, il faut regarder la situation dans son ensemble. Avant même que l'astéroïde n'arrive, le niveau des mers chutait massivement, détruisant des habitats côtiers. En même temps, en Inde, des éruptions volcaniques gigantesques déréglaient déjà le climat. Autrement dit, l'astéroïde n'a pas frappé une planète en pleine santé. Il a frappé un monde déjà affaibli, déjà au bord du gouffre. C'était vraiment le coup de grâce. Et toute cette histoire, qui a 66 millions d'années, elle a une résonance toute particulière aujourd'hui. C'est ce que résume très bien le géologue Kenneth McLeod. Ce que nous faisons au cours de notre vie affectera la Terre pour les 100 000 prochaines années, ce qui est assez intimidant. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Si un seul événement, en un seul jour, a pu bouleverser la planète pour 100 000 ans, quel héritage sommes-nous, en train de laisser dans les archives géologiques de la Terre? L'histoire est là pour nous le rappeler.